Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Nous entamons aujourd'hui une mini-série sur les relations franco-canadiennes. Le Canada et la France entretiennent des relations profondes et riches, ancrées dans des valeurs partagées, issues d'une histoire et d'une langue commune. Région longtemps disputée par la couronne britannique, le Canada actuel garde en son sein des territoires à forte identité francophone. Dans un premier temps, nous allons aborder l'histoire de nos relations en balayant plusieurs siècles de contacts et de cohabitation, puis nous verrons quels sont les restes de cette histoire à notre époque. Parti le 20 avril 1534 de Saint-Malo, en direction des côtes du Labrador, l'expédition de Jacques Cartier atteint le golfe du Saint-Laurent et débarque à Gaspé. Le navigateur français prend possession de la nouvelle terre devant une assemblée d'Indiens en y plantant une immense croix au nom du roi de France, François Ier. Toutefois, les premiers colons ne s'installeront dans la baie qu'un siècle plus tard. Jacques Cartier entreprendra ensuite d'autres voyages, où il découvrira le village d'Hochelaga, non loin duquel sera érigée plus tard la ville de Montréal. L'explorateur français Samuel de Champlain fondera la ville de Québec au Canada en 1608. La ville de Québec se développera rapidement par la suite, jusqu'à devenir plus tard la capitale de la Nouvelle-France. Richelieu, alors ministre de Louis XIII, souhaite développer les colonies françaises sur le territoire canadien. Ainsi, durant 15 ans, la Compagnie des 100 associés bénéficie du monopole sur le commerce de fourrure, très rentable à l'époque. Elle avait pour but également d'attirer de nouveaux colons, mais en vain en partie à cause des Britanniques. La Compagnie des habitants prendra le relais, également sans succès. Finalement, Colbert prendra le contrôle du territoire au nom du roi de France Louis XIV en 1663. Lorsque le roi revendique sa souveraineté sur le Canada, il reconnaît que les peuples autochtones forment des nations indépendantes, régies par leurs propres lois et coutumes. Les Amérindiens sont qualifiés d'alliés et non de sujets. L'établissement en Amérique du Nord aurait été impossible sans les alliances que les Français ont réussi à conclure avec les nations amérindiennes présentes dans la vallée du Saint-Laurent. Une cinquantaine de Français débarquent alors en Nouvelle-France pour créer une communauté catholique. Menés par Paul Chaumedet de Maisonneuve, ils fondent le village de Ville-Marie de Montréal en 1642, sur une île située à 1500 km à l'intérieur des terres, au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies. En 1535, l'explorateur Jacques Cartier l'avait baptisé Montréalis ou Mont-Royal en latin. Ce sera la plaque tournante du commerce des fourrures. Après Pierre Dugas de Mont et Samuel de Champlain qui assure une première alliance avec la tribu des Micmacs dès 1604, les explorateurs comprennent que des relations amicales avec les autochtones sont déterminantes s'ils veulent s'implanter durablement en Nouvelle-France. Les principales contraintes qui pèsent sur les colons français sont une population et des troupes armées peu nombreuses. Les bons rapports avec la nation indienne, Micmacs, Montagnais, Algonquins, Hurons, Abénaquis et bien d'autres, sont indispensables au commerce. Sans leurs accords, les explorateurs ne peuvent pas prospecter sur de nouveaux territoires. Les alliances vont donner accès à un vaste réseau de traite de fourrure qui s'étend jusqu'au Grand Lac. Les Français établissent une présence permanente dans la vallée du Saint-Laurent dès le début du XVIIe siècle et se lancent dans une véritable entreprise commerciale pour répondre à la demande européenne de fourrure. La traite devient le moteur économique de la Nouvelle-France. Elle finance les explorations, le peuplement, l'évangélisation, tout en permettant aux autorités et aux investisseurs de faire fortune. Ne disposant pas de main-d'œuvre et de ressources suffisantes pour gérer seuls la traite des fourrures, les Français ont fait appel aux Amérindiens qui préparent les peaux et les transportent, servant de guides et d'intermédiaires. La traite dépend donc des partenaires autochtones. Pour les Amérindiens, il ne peut y avoir d'échanges commerciaux sans alliance. Les rapports économiques ne sont pas les mêmes qu'en Europe. La réciprocité l'emporte sur l'économie de marché, et l'échange de marchandises a une valeur symbolique et politique. Pour les nations indiennes, une alliance commerciale débouche inévitablement sur une alliance militaire. Celles qui sont alliées aux Français leur demandent comme condition de l'échange de les protéger ou de participer à leur guerre. Ceci explique l'intervention des Français dans la guerre qui oppose Hurons et Iroquois en 1609, lorsque Champlain s'engage aux côtés des Hurons, premiers alliés économiques et militaires des Français contre les Iroquois. À la fin du XVIIe siècle, la traite devient un élément central de la stratégie de la France en Amérique du Nord, face à l'explosion territoriale et commerciale des Britanniques. Elle est un moyen efficace de s'assurer l'allégeance des nations amérindiennes contre les Anglais. Après 1649, suite à leur défaite face aux Iroquois et à leur installation dans la région des Grands Lacs, les Hurons s'allient à une confédération de nations indiennes qui deviennent ainsi les alliés des Français. Cette ligue franco-amérindienne est unie par deux liens principaux. L'ennemi commun iroquois et la crainte de l'expansion anglaise. Les Iroquois représentent une véritable menace pour la Nouvelle-France car ils disposent d'un potentiel de 3000 guerriers armés par les Anglais, ce que la colonie française ne peut se permettre. En 1665, Louis XIV envoie le régiment de Carignan-Salière pour les combattre. Les guerres franco-iroquoises connaissent leur paroxysme dans les années 1680. Les Iroquois se battent contre les Hurons et les colons français dans la vallée du Saint-Laurent afin de contrôler le commerce des fourrures en provenant du Canada et des colonies anglaises.
Mais leur déclin démographique s'accentue au fil des conflits et des épidémies, et les Iroquois cessent d'être une menace en 1701, avec la signature de la Grande Paix de Montréal, où 39 nations indiennes signent le traité avec les Français. Dans cette entente qui met fin aux guerres entre Français, nations alliées et Iroquois, 3 clauses sont particulièrement importantes. Tous les prisonniers autochtones sont libérés et retournent dans leur nation. Les territoires de chasse sont mis en commun entre les peuples autochtones, cette clause a d'ailleurs toujours valeur juridique, et les nations amérindiennes demeurent neutres dans les conflits entre colonies françaises et britanniques. Les relations entre Amérindiens et Français, faute d'Européennes en nombre suffisant, donnent naissance à une population métisse qui contribue à peupler la colonie française. Ces mariages, généralement conclus sans le consentement de l'Église, remplissent une fonction stratégique dans la traite. C'est un mécanisme d'intégration qui transforme des étrangers en membres de la famille indienne, s'assurant ainsi l'accès aux fourrures et aux ressources vitales des territoires de chasse. Les femmes autochtones jouent un rôle central dans ce processus, servant d'intermédiaire entre leurs conjoints français et leur famille d'origine. Elles enseignent à leurs maris une langue, des coutumes et des normes de comportement, tout en proposant des compétences dans la négociation des fourrures. Le métissage est difficile à mesurer car le registre de baptême ne le précise pas, mais devant le nombre important de mariages mixtes, les autorités religieuses vont exiger la conversion préalable des Amérindiennes. Civiliser les peuples autochtones devient l'un des objectifs de la colonisation française au Canada. Revenons quelques décennies en arrière. Une société britannique est créée en 1670 et obtient un monopole commercial de la fourrure sur les alentours de la baie d'Hudson au nord du Canada. Les Français voient cette présence d'un mauvais œil, et les conflits ne tardent pas à refaire surface. Déjà, l'Angleterre s'était approprié Québec de 1629 à 1632, avant de prendre l'Acadie jusqu'en 1667. Les conflits se poursuivront jusqu'en 1713, date du traité d'Utrecht. Signé afin de mettre fin à la guerre de succession espagnole, ce traité contraindra la France à laisser à l'Angleterre la baie d'Hudson, Terre-Neuve et l'Acadie. En 1755, au Canada, le Conseil de Nouvelle-Écosse décide de déporter les Acadiens, qui sont les colons d'origine française. Plus de 7000 personnes, sur environ 13 000, mourront pendant l'exode. Certains seront rapatriés en France, d'autres se sédentariseront au Québec et en Louisiane. En 1759, le capitaine John Knox prend possession de Québec, bombardé et assiégé depuis 2 mois par les Britanniques. La ville n'est plus qu'un champ de ruines. Le 13 septembre de la même année, l'infanterie britannique défait les troupes françaises lors de la bataille des plaines d'Abraham, bataille au cours de laquelle Montcalm est tué. Les 15 000 habitants de la province deviennent sujets de la couronne d'Angleterre. L'armée française se replie sur Montréal, qui tombera à son tour aux mains des Anglais 1 an plus tard. Peu de temps après la capitulation de la ville de Québec, Montréal, sous le pouvoir du gouverneur Vaudreuil, est à son tour contrainte à la reddition en 1760. La totalité de la Nouvelle-France passe désormais aux mains des Anglais. Le traité de Paris, en 1763, établira officiellement le pouvoir britannique sur le Canada, sauf sur Saint-Pierre et Miquelon. Disputée pour sa valeur commerciale et stratégique par les Britanniques, la Nouvelle-France finit donc par tomber définitivement aux mains des Anglais, faute de moyens suffisants. Comme nous le verrons au prochain épisode, la domination anglaise en Amérique du Nord ne suffira pas à supprimer l'influence française et le fort attachement à cette identité au Canada. A bientôt sur Résistance Historique.